Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, peut-être deux mots pour me présenter très vite. Moi, j'ai 3 casquettes. Je suis dans le Millard. Donc, officiellement, je travaille à Orange Labs, qui est donc la R&D d'Orange, où je suis dans un laboratoire de sciences humaines et sociales et où je suis en charge des projets de prospective. Par ailleurs, j'ai 2 activités bénévoles. Une au Conseil national du numérique, qui est l'instance qui est censée conseiller le gouvernement sur ses politiques numériques et qui arrive plus ou moins selon les sujets. On peut en parler si ça vous intéresse. Et par ailleurs, je suis investie dans une association qui s'appelle VCAM, qui est une association de ce qu'on appelle l'Internet citoyen, qui fête ses 20 ans cette année. Donc vous voyez, c'était un peu une pionnière du monde associatif qui s'intéressait aux sujets sociétaux liés au numérique. Alors, pourquoi ce titre, sous le web la plage? Peut-être que les jeunes ne verront même pas la référence, mais c'était un petit clin d'œil évidemment sous les pavés la plage de mai 68 et à la bouffée d'air et l'appel à la liberté qu'on évoquait à l'époque. Et en fait, j'ai choisi ce titre un peu parce que j'étais énervée. J'ai été énervée par les discours qui nous abreuvent en ce moment, aussi bien dans la bouche des politiques que des acteurs économiques, un peu tout le monde, où on passe son temps, dans les médias également, les médias spécialisés ou les médias généralistes, à nous parler de révolution. En permanence, c'est la révolution du web, la révolution du numérique, la révolution du big data, de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et à chaque nouvelle vague technologique, on nous réassène cette révolution. Alors j'ai eu envie, avec vous ce matin, de m'interroger sur pourquoi cette révolution complètement omniprésente dans le vocabulaire, et surtout qu'est-ce qu'on voulait mettre derrière ces mots révolution. Alors évidemment, je pense que dans la bouche de ceux qui emploient ce terme dans le milieu numérique, il ne s'agit évidemment ni de la trajectoire des astres sous les cieux, ni de la révolution au sens du peuple qui se révolte contre un pouvoir oppresseur et qui essaye de le renverser, mais il s'agit, pour renvoyer à la définition du Larousse, plus simplement d'un changement brusque d'ordre économique, moral, culturel dans une société, ce qui est quand même un petit peu plus modeste, mais qui est déjà beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce changement brusque, avec cette révolution et surtout, comment expliquer aujourd'hui cette inflation sémantique? Pour essayer de répondre à ça, plusieurs hypothèses. D'abord, je me suis tournée un petit peu vers l'histoire et la courte histoire de nos technologies. Et c'est vrai que quand on relit les écrits des fondateurs, des pionniers du numérique, à l'époque on n'appelait pas ça numérique, quand on revient aux années 70 et au début des années 80, on s'aperçoit qu'effectivement, ces acteurs étaient porteurs d'une vision du monde qui se voulait transformatrice. Je vous renvoie au livre de Fred Turner qui s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique », qui est un livre absolument passionnant, qui raconte toute cette épopée et qui raconte surtout comment les milieux technologiques qui ont émergé dans ces années-là étaient portés par les mouvements contre-culturels. Ce n'étaient pas des mouvements engagés politiquement, guerre du Vietnam, droits de la femme, etc. C'est plutôt des mouvements du retour à la terre, ce qu'on appelait les néo-communalistes, mais qui, sous la houlette d'un certain nombre de grandes figures comme Stewart Brand et d'autres, ont rencontré de façon assez improbable les milieux des technologies, notamment des grandes universités, des grands centres de recherche comme l'université de Stanford et d'autres. Et de cette rencontre sont nées effectivement des technologies qui incorporaient une partie de l'utopie de ces mouvements contre-culturels pour lesquels la technologie était un vecteur de transformation à la fois personnelle et collective, un facteur d'émancipation de ce que les anglophones appellent l'empowerment, c'est-à-dire un gain en pouvoir, et également, évidemment, un facteur de liberté. Donc ceci explique un peu ce terme, si on retourne dans l'histoire, ce terme de révolution associée. Bien sûr, ces origines, elles sont maintenant loin. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas du tout, même moi non plus, frayé dans ces époques-là. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand vous écoutez les grandes figures, les grands évangélistes du numérique, je pense par exemple à Aurélie, vous entendez encore les réminiscences de tout ce discours transformateur. Une deuxième raison, probablement, à chercher du côté de ce que nous vivons les uns et les autres.
Et on sent en ce moment une rupture, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans votre entourage, quand vous vous frottez à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde du numérique, on sent depuis 2-3 ans qu'ils prennent conscience du fait qu'effectivement le numérique interagit avec nos manières de nous déplacer, nos manières de nous soigner, nos manières de travailler, nos manières de nous organiser, nous relier, de militer, etc. etc. Ce qui était une compréhension on va dire, des milieux tech, aujourd'hui pénètre les populations et notamment les gens se rendent compte que le numérique participe aux transformations de leur sociabilité, leur manière de se relier aux autres. Pas seulement de communiquer, mais d'être en société, d'être au monde. Une troisième raison, un peu plus négative, on va dire, est probablement à chercher du côté des politiques. Les acteurs politiques aujourd'hui sont dans une période de désarroi profond. Ils ont une difficulté, alors pas forcément exprimée telle qu'elle, évidemment jamais exprimée telle qu'elle, mais de fait une difficulté à faire face aux grands enjeux auxquels ils sont confrontés, notamment je pense à l'enjeu de la transition environnementale, qui peut être la méga question à laquelle ils sont confrontés, et où ils se rendent compte que les leviers de l'action politique traditionnelle et l'échelle de l'action politique qui est l'État-nation est aujourd'hui en grande partie inopérante. Vous savez qu'il y a le sommet COP21 qui arrive, c'est typiquement ce genre de sommets sont des révélateurs de cette incapacité du politique à être en prise avec les enjeux actuels. Et donc peut-être on peut faire l'hypothèse que eh bien, dans le monde de la technologie, ils peuvent afficher un esprit révolutionnaire qu'ils sont incapables d'afficher sur d'autres enjeux tels que les questions écologiques ou les questions de l'emploi ou d'autres que nous connaissons bien. Et finalement, la technologie est une sorte de refuge, en quelque sorte, dans leur volonté de transformation, de prise sur le monde. Et puis, une quatrième hypothèse sur les raisons de cette inflation sémantique, elle est aussi à chercher du côté des acteurs économiques qui, pour partie, font ce qu'on appelle des prédictions autoréalisantes. C'est-à-dire qu'à force d'expliquer que telle technologie va être le facteur de la méga transformation du monde, eh bien c'est une manière d'attirer la lumière sur soi, d'attirer les crédits publics, d'attirer les crédits privés, d'attirer les talents, d'attirer tout le monde, et finalement une manière que cela advienne. Vous regarderez, hein, quand vous lisez la littérature grise, les grands cabinets, les McKinsey et compagnie, vous pourrez lire, c'est très amusant d'aller chercher des études passées, hein, avec des chiffrages sur voilà, le big data, ça va générer tant de millions, l'IoT, ça va générer tant de milliards, etc., etc. Vous prenez les chiffres d'il y a quelques années, d'abord, vous verrez qu'un certain nombre d'études disparaissent de leur site web, c'est assez intéressant, elles disparaissent et pour cause, parce que les chiffres sont faux, donc ils préfèrent les cacher, mais surtout, voilà, ça participe, c'est typiquement le genre d'études qui participent de ces prédictions autoréalisantes. Je pense que le pompon de la prédiction autoréalisante, c'est ce qu'on peut lire du côté des biotechnologies et des nanotechnologies. Quand vous écoutez un Craig Venter, par exemple, qui est un peu le pape de la biologie de synthèse, j'ai eu l'occasion de l'écouter à Austin dans une conférence, c'est extraordinaire, il nous expliquait que les biotechnologies allaient supprimer la pauvreté dans le monde, supprimer la faim dans le monde, enfin bon, bref, ça allait résoudre tous les problèmes. Et c'est le genre de discours, en fait, que les politiques aiment entendre parce que ça ouvre un espace d'espoir. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a un peu destricoté ce discours, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je pense que nous sommes dans une période, et ça, la sociologie des sciences, qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies, nous l'ont bien appris, il faut se garder absolument du déterminisme technologique. Qu'est-ce qu'on appelle déterminisme technologique? C'est tout ce discours qui dit, voilà, telle technologie va faire ça, c'est-à-dire telle technologie serait naturellement, ce qu'on appelle une approche essentialiste, naturellement porteuse de telle ou telle transformation de société. En réalité, et c'est ça qu'on associe au discours de la Révolution, hein, vous relisez la presse, vous verrez ces discours partout. En réalité, l'expérience nous montre, et les sciences humaines nous montrent, que c'est en permanence un aller-retour entre la technologie et les usages, les pratiques sociales qui vont transformer la société. Et qu'il faut considérer la technologie comme un acteur parmi d'autres dans nos mondes sociaux. C'est-à-dire qu'il y a les outils, il y a les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs du marché, les mouvements sociaux, les citoyens, les habitants, les consommateurs, et que tous ces acteurs doivent être pris dans notre réflexion quand on veut se demander où est-ce que le numérique nous emmène et ne pas isoler la technologie dans notre réflexion.
Je vous donne un exemple tout simple. On entend beaucoup parler d'économie collaborative en ce moment, et on vous explique, oui, c'est formidable. Grâce au numérique, aujourd'hui, chacun d'entre nous peut devenir un offreur et on peut mettre sa voiture en location ou sa chambre d'amis en location sur le web. Et grâce à ça, voilà, on génère un revenu, on utilise une ressource dormante. Enfin bon, je vous passe tout le discours. Bien sûr que c'est vrai. Sans ces plateformes, nous le pratiquions en proximité. Hein, on accueillait l'oncle du cousin dans sa chambre d'amis où on prêtait sa chose quant à la question des savoirs. Si on veut remettre encore un peu de complexité, essayer de comprendre ce qui se joue autour de la propriété des connaissances. En ce moment, on est sur un modèle économique de façon très schématique, hein, je vais très très vite. Vous avez des acteurs culturels qui viennent du monde de la propriété intellectuelle et qui essayent en permanence de renforcer cette propriété intellectuelle. Des acteurs des télécoms qui ont perdu l'époque où ils pouvaient commercialiser un accès à la téléphonie et qui essayent de faire payer les acteurs du web. C'est tout l'enjeu autour de la neutralité du net. Des acteurs du web qui monétisent notre attention, pour faire simple, à travers la publicité. Et quels que soient ces jeux d'acteurs, on voit bien que l'enjeu, c'est pour eux une forme de captation, évidemment, de la connaissance, du savoir, de l'information. Et on voit de plus en plus monter une forme de conflictualité autour de cette question de la propriété des connaissances. On peut l'avoir dans différentes arènes. Autour de la neutralité du net, vous savez qu'hier, ou avant-hier, je ne sais plus, le Parlement européen vient d'adopter une résolution comment dire, c'est une neutralité du net en demi-teinte, on va dire, avec beaucoup de trous dans le gruyère, puisque le principe non seulement des services spécialisés, mais aussi ce qu'on appelle le zero rating, a été accepté. Donc une neutralité du net très handicapée. Donc là, voilà typiquement une zone de tension. Autre zone de tension autour des questions de propriété intellectuelle. Dans le projet de loi numérique, le gouvernement a entendu essayer de multiplier les exceptions à la propriété intellectuelle de manière à encourager la diffusion des savoirs. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs culturels qui sont en résistance forte contre ces logiques de circulation des savoirs, etc., etc. Donc la question, c'est vraiment la question de notre modèle économique de demain. Est-ce qu'on va être capable de construire des modèles économiques qui seront plutôt du côté des services, plutôt que du côté de l'enfermement des connaissances et des savoirs? C'est vraiment une des questions peut-être les plus difficiles, les plus radicales, parce que la plupart des business models du numérique et notamment du web se construisent sur l'économie de l'attention. Et ça, c'est une question qui est rarement posée aujourd'hui. En fait, tout le monde fonce sur le modèle de la monétisation des données, la monétisation de l'attention, et il y a vraiment d'autres modèles à inventer. Un deuxième champ où le numérique a des choses à dire et où il y a beaucoup de controverses, c'est la question de notre relation au travail et à l'emploi. Trois grandes séries de discours en ce moment circulent autour du numérique et du travail. Une première sur notre manière de vivre au travail, une seconde sur la sortie du modèle salarial et une troisième sur ce qu'on appelle la fin du travail ou le remplacement du travail humain par la machine. Je vais expliquer ces trois sujets parce qu'en fait, vous verrez dans les médias, ils sont souvent traités de façon complètement imbriquée, comme si c'était une seule et même chose, et alors qu'en réalité, le numérique a beaucoup à faire, mais à faire dans trois champs très différents. Tout d'abord, sur la question des conditions de vie au travail. En ce moment, on entend beaucoup de discours qui nous disent « le numérique, c'est formidable, ça va changer notre rapport au temps et à l'espace, ça va nous permettre de télétravailler, d'aller de travailler aux horaires qui nous conviennent, et donc de travailler aux horaires qui nous conviennent, ça nous permet de travailler en mobilité, ça nous permet de travailler dans des nouveaux espaces, hein, on parle beaucoup de tous ces tiers-lieux, les coworking, les Fab Labs, les hackerspace, etc., qui seraient les nouveaux lieux de la sociabilité du travailleur numérique. Et donc, toutes ces technologies-là nous
construirait une vie de travailleur plus autonome, plus flexible, plus souple, avec moins de déplacements, des nouvelles sociabilités, etc., etc. Et puis l'autre discours qu'on entend aussi lié aux conditions de vie au travail et au numérique, c'est le numérique quand il rentre dans une organisation, que ce soit une entreprise privée ou une administration, eh bien il participe à de l'intelligence collective, il écrase les hiérarchies, il permet de construire des formes d'organisation plus horizontales, il permet à l'organisation, à l'entreprise de travailler de façon plus poreuse avec l'extérieur, avec son environnement, etc., etc. Pareil pour l'État, pareil pour l'administration. Et en fait, derrière tout ça, voilà, ça c'est le discours typique, un peu euphorisant, où on imagine une entreprise un peu paradisiaque. Et de fait, il y a un certain nombre d'entreprises du numérique, pour le coup, qui sont sur ces modèles-là, qui cherchent autour de ces modèles-là. Mais de là à ce que ça pénètre le reste des entreprises, c'est bien plus compliqué. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, eh bien, le télétravail, si ce n'est pas bien pensé, ça peut être aussi une source d'isolement, une source de solitude. Certains le vivent comme la fin de la vie privée, parce qu'ils ramènent du travail à la maison. Le management horizontal, certains le vivent comme une perte de collectif. Le fait de travailler en travailleur indépendant dans des coworking, ça ne remplace pas le collectif de l'entreprise. Bref, et puis pour certains, l'arrivée des technologies dans le monde du travail, c'est aussi une source d'accélération. On parle beaucoup d'infobésité, etc. Et à la fin, c'est ce qu'un sociologue, Helmut Rosa, appelle l'aliénation par l'accélération. Pour certains, ces technologies sont vécues comme une forme d'oppression plutôt que comme une forme de libération. Donc ça ne veut pas dire que les uns ou les autres ont raison. La question, c'est comment aujourd'hui on prend la mesure de cette diversité de trajectoires possibles dans la rencontre entre le monde du numérique et les conditions de vie au travail pour les accompagner et faire qu'effectivement on aille plutôt vers plus d'autonomie plutôt que vers plus de sentiments de pression, d'oppression ou de solitude. Et aujourd'hui, là encore, c'est des choses qui sont peu ou pas pensées. Un des points qui est mal pensé, c'est le fait que si nous allons vers une société, de la connaissance massive, ça veut dire que chacun d'entre nous doit être porteur d'un capital cognitif qui se renouvelle en permanence. C'est fini l'époque où on pouvait se former à un moment de sa vie et puis après on vivait sur ses acquis. Vous le savez tous, dans notre univers c'est une évidence. Mais les gens qui viennent d'autres univers, qui viennent de la banque, qui viennent de l'agriculture, etc., n'ont pas forcément conscience de ce besoin de renouvellement permanent de notre capital cognitif. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui s'accompagnent, ça veut dire du budget, ça veut dire du temps, ça veut dire plein de choses. Le management, c'est pareil. Aujourd'hui, le middle management, c'est lui qui est confronté à l'arrivée du numérique dans l'entreprise. C'est lui qui est pris en étau entre des super hiérarchies qui vivent sur un modèle descendant complètement traditionnel et des salariés en bas qui, eux, ont envie de s'organiser plus horizontalement. Et donc ce middle manager, il est souvent laissé tout seul, en frontal, avec cette adaptation au numérique. Et c'est à lui d'inventer, il n'a pas été formé pour, c'est à lui d'inventer les nouvelles formes de management qui permettent d'utiliser au mieux le numérique. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez une partie de votre équipe qui travaille en télétravail, eh bien il faut inventer des dispositifs pour s'assurer que le télétravailleur il n'est pas en souffrance chez lui, que pour lui ce n'est pas une source de solitude, pour reconstruire du collectif avec l'équipe alors que vous avez une équipe nomade, dispersée, avec une partie dans un coworking au fond de la Creuse ou je ne sais où. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas préparées, ne sont pas envisagées dans les grandes entreprises en tout cas. Donc je parlais de premier niveau, cette question des conditions de vie au travail, où le numérique a beaucoup à dire. Deuxième niveau, qui est la question du salariat. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Certains prédisent, avec enthousiasme, ou comme une tragédie, la fin du salariat. Et sous ce qu'on appelle la fin de l'emploi salarié. Je distingue bien emploi et travail, j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on parle de fin du salariat ? Plusieurs phénomènes. Bon, l'externalisation par les entreprises, la sous-traitance n'est pas un phénomène nouveau. Il a été massif au XXe siècle, notamment
vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais là où le numérique accélère le phénomène, c'est qu'il facilite l'externalisation, dans la mesure où vous pouvez avoir toute une série de travailleurs indépendants, de freelance, etc., qui sont en dehors de l'entreprise et qui travaillent avec vous, puisqu'on n'a plus besoin d'être en présentiel sur le lieu de travail pour fabriquer un logiciel, par exemple, au hasard. Et puis, on voit surtout se mettre en place toute une série de plateformes qui sont soit des plateformes de crowdsourcing. Alors, quand je dis crowdsourcing, ça recouvre un éventail très très large de pratiques. Dans le crowdsourcing, vous avez un peu, on va dire, le crowdsourcing noble, c'est-à-dire j'ai un projet, je cherche le meilleur scientifique du monde pour résoudre tel problème, et donc j'ouvre une plateforme d'open innovation et je lance un appel à travers la planète pour savoir quel est le scientifique qui va pouvoir résoudre ma problématique. Donc là, on est dans l'élite du crowdsourcing. Et puis vous avez aussi ce que d'aucuns avaient appelé il y a longtemps les soutiers du web. Je pense à des dispositifs comme Mechanical Turk, où ce sont des individus qui, pour quelques centimes de dollars, vont effectuer à travers la plateforme d'Amazon des tâches totalement répétitives, insignifiantes et ennuyeuses à mourir, mais que les machines, pour l'instant, ne sont pas capables de faire toutes seules. Donc, premier phénomène, ce crowdsourcing vraiment lié au numérique. Et deuxième phénomène, dont on entend beaucoup parler depuis 2-3 ans, qui sont, je les ai évoqués rapidement tout à l'heure, toutes ces plateformes d'économie collaborative. Qu'est-ce qu'elles font, ces plateformes d'économie collaborative? Eh bien, leur caractéristique, c'est que les individus ne sont plus seulement des consommateurs, mais sont également des producteurs qui mettent à disposition à la fois une forme de capital, quand je mets à disposition ma voiture ou ma chambre d'amis, c'est une forme de capital, et ma force de travail, puisque c'est moi qui vais accueillir l'invité sur Airbnb ou organiser la location de ma voiture sur Drive. Donc voilà, sans compter aussi d'autres phénomènes liés au numérique, du type je scanne à la caisse du Monoprix mes achats moi-même, ou que ce soit une caissière, etc., etc. Et donc, face à cela, certains disent, regardez, finalement, le modèle du salariat n'est plus adapté, et de fait, l'innovation appelle la fin du salariat. Et ils en prennent pour preuve le fait que les chiffres des freelances ne cessent d'augmenter. Par exemple, aux Pays-Bas, aujourd'hui, il y a 18% du secteur des services qui est en freelance, en Allemagne 7%, et en France, on en est en Allemagne 11%, en France 7%, avec un taux d'augmentation en 2014 de pratiquement 9%. Donc on augmente, voilà, regardez, voilà, c'est un constat, le numérique, le travail indépendant augmente. Sauf que les études ne nous disent pas quelle est la part de travail indépendant choisi, parce qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, c'est un travail, c'est une posture choisie, et le travail indépendant subi. Aujourd'hui, les études ne nous donnent pas ces informations-là. Quelle est la part de travail indépendant liée au fait que je n'ai pas le choix, que j'ai été licenciée, j'ai 50 ans, et donc je suis bien obligée de me mettre en consultant pour monter mon activité. Nous n'avons pas ces informations aujourd'hui. Donc, aux voisins, mais certainement pas à des inconnus. En même temps, si on prend un tout petit peu de recul, est-ce que je serais prêt à louer ma voiture à un inconnu à l'époque où la voiture était l'objet du statut social par essence? Remonter dans les années 60, 70, 80, 90, la voiture, c'était l'objet qui permettait d'affirmer son statut social dans la société. Et c'est parce que cette voiture a perdu cette place centrale dans nos représentations collectives qu'aujourd'hui on accepte de la louer à un inconnu. Donc vous voyez, et pareil sur les chambres d'amis, il y a 15 ans, je me souviens d'une personne qui travaillait dans le service à domicile qui disait on a du mal à développer le ménage, les travaux de ménage chez les gens, parce que les gens ne veulent pas faire rentrer de femme de ménage chez eux. Aujourd'hui, les gens troquent leur maison, ouvrent leur chambre d'amis, etc. Donc il y a un changement du rapport à l'intime. Voilà deux exemples où on voit bien que c'est l'aller-retour technologie et pratique sociale qui permettent, qui transforment, qui impactent la société. Alors, pourquoi éviter ce déterminisme ? Parce que le déterminisme technologique, il nous empêche de penser la complexité. Quand je dis la complexité, ce n'est pas le compliqué, c'est la complexité au sens d'Edgar Morin, c'est-à-dire penser effectivement la diversité des acteurs, penser les rapports de force,
penser les controverses, penser les choix qui sont devant nous. En fait, il faut en permanence garder dans l'esprit que une technologie n'est pas porteuse d'un destin social et que c'est à nous de prendre le contrôle sur ce que nous voulons faire de cette technologie pour avancer dans le monde de demain. Et donc, ça c'est un peu une règle, enfin pour moi qui suis dans la prospective, pour moi la prospective c'est pas tant d'aller prédire un futur, on est très loin de Madame Irma. La prospective c'est plutôt être en capacité de changer de lunettes pour regarder le monde sous toutes ses facettes, pour comprendre la complexité des bifurcations qui s'offrent à nous. Alors, je vous propose de faire cet exercice ce matin sur quelques exemples de ruptures possibles dans lesquelles le numérique a sa part. Là, j'en ai listé 7. Le changement du rapport au corps, le changement du rapport au savoir, le changement du rapport à la liberté, au pouvoir, à l'avoir, etc. On n'aura pas le temps, évidemment, ce matin de balayer les 7, mais je vous propose d'en balayer 3 ou 4 et peut-être d'échanger autour de ces bifurcations possibles. Pardon. La première transformation où le numérique a sa part, et le web en particulier, c'est la question de notre rapport au savoir et aux connaissances. Aujourd'hui, dans les grands discours qui circulent autour de ces questions-là, on entend, il y a 2 discours dominants. Un discours qu'on pourrait qualifier de minimaliste, c'est selon lequel le numérique serait un vecteur de démocratisation des savoirs, à la fois dans l'accès et la production de savoir. Et puis un discours plus radical qui nous dit que le numérique serait porteur d'une véritable rupture épistémologique. La rupture épistémologique, c'est l'idée que la science, la manière dont nous fabriquons de la science, va se transformer radicalement. Je vais revenir sur ces 2 hypothèses. Alors, pour revenir sur la première, effectivement, aux origines, les grandes promesses du web, et en particulier les grandes promesses du web 2.0 à partir de 2005 approximativement, c'est effectivement de sortir des logiques ce qu'on appelait le one-to-many pour aller vers le many-to-many, c'est de sortir des logiques de médias descendants où une personne ou une institution contrôle l'information pour aller vers une information distribuée, coproduite, avec on va dire le mythe en quelque sorte que chacun d'entre nous, une fois qu'il est équipé d'un ordinateur et d'un accès Internet, peut devenir un émetteur d'informations, de savoir, de créativité, un contributeur au savoir du monde. Donc ça, c'est vraiment l'idée première et qui remonte effectivement aux origines dont je vous parlais tout à l'heure, à ces pionniers de la fin des années 70, des années 80, et qui... Rappelons-nous aussi que ces pionniers s'inscrivaient dans un courant libertarien qui était contre l'État. On est dans une époque, si on prend la France, où il n'y avait d'abord qu'une chaîne, puis 2 chaînes, puis 3 chaînes de télé, où il n'y avait pas les radios libres, etc. Et donc l'idée de ces pionniers, c'était de sortir de ce contrôle de l'information, de la rendre plus fluide, plus libre et plus coopérative. Qu'en est-il de cette promesse ? De fait, depuis les années 90 jusqu'à, je dirais, le milieu des années 2000, on a vu cette promesse en partie se réaliser. C'est-à-dire qu'on a vu exploser les blogs, les outils web se sont transformés pour devenir contributifs, les CMS, les wikis, etc. Et on a vu effectivement se disséminer des savoirs profanes, ce qu'on peut appeler des prises de parole des sans-voix. Je pense près de chez nous au Bondi Blog, plus loin de chez nous les journaux des favelas au Brésil, des médias citoyens qui ont pu se mettre en ligne, qui se sont multipliés, tout ce qu'on a appelé le journalisme participatif, et puis l'émergence de communautés de savoir partagé comme Wikipédia qui est le plus connu, mais aussi des tas de petits wikis dans les territoires. Voilà. Et donc on a effectivement, dans toute cette période des pionniers, on peut dire, une promesse qui semble tenir, où les usages rencontrent l'intention des créateurs de ces technologies. Et puis, deuxième période, peut-être un tournant à partir du milieu des années 2000, jusqu'à aujourd'hui, où 2 phénomènes se croisent. D'abord, une évolution des usages. Vous avez eu, on l'entend moins en ce moment, mais il y a quelques années, un discours permanent pour dire regardez, finalement, sur le web,
Il y a 1% des gens qui contribuent vraiment, et puis le reste des gens, ils sont passifs, ils sont comme devant la télé, ils font pas mieux que ce qu'ils font devant la télé. Voilà. Donc tout un discours très déceptif sur ce web qui finalement n'a pas tenu sa promesse contributive. En réalité, elle est tenue, mais elle se déplace. C'est-à-dire qu'effectivement, nous ne sommes pas tous devenus blogueurs, nous ne sommes pas tous devenus des journalistes amateurs sur le web, mais nous sommes allés vers des usages ténus, des usages miniatures qui peuvent être un tweet, un film, qui peuvent être un statut sur Facebook ou qui peuvent être tout simplement un like. Et je pense que c'est très important de ne pas être dans le mépris, hein, il y a une forme d'élitisme chez les pionniers, dans le mépris de ces micro-contributions qui, elles aussi, participent à écrire sur le web. Alors ça peut être des sujets triviaux, ça peut être des blagues, du mauvais humour. Si vous allez sur 4chan ou autre, évidemment, ça peut être un peu dérangeant par rapport à une vision un peu élitiste de ce que les pionniers avaient dans leur horizon du web. Mais de fait, le web est un web contributif et inscriptif. Par contre, là où je parle de tournant, ce n'est pas tant sur le fait que les usages ne sont pas en rendez-vous, mais sur le fait que les pionniers avaient aussi en tête une vision d'un web qui était structurellement distribué, qui était structurellement, dans ses infrastructures, un web qui n'était pas concentré, qui était avec l'intelligence au bout, pas seulement dans les contributions, mais aussi dans la maîtrise des infrastructures. Or, aujourd'hui, ce auquel on assiste, c'est un refermement du web autour d'un certain nombre de grands acteurs, ce qu'on appelle maintenant communément les GAFAT, avec des situations de monopole ou d'oligopole qui posent plusieurs problèmes. Évidemment, tous les problèmes, vie privée, etc., je ne rentre pas dans cette question-là à ce stade, parce que ce n'est pas notre sujet, on est vraiment sur la question des savoirs. Qui pose des problèmes économiques aussi, bien sûr, de concentration, assez classiques en droit de la concurrence. Là aussi, je ne rentre pas dans ce détail-là. Mais pour la question qui nous occupe, la conséquence négative, c'est qu'on est dans des univers dont les utilisateurs ne peuvent pas s'évader. En fait, ils sont dans des formes de liberté d'expression derrière des barreaux. Et des barreaux qui sont l'enfermement dans un univers qui peut être Facebook ou un autre, peu importe, avec une difficulté à en sortir, à circuler sur le web. Et aujourd'hui, un des grands enjeux, et c'est un des enjeux qui est abordé en ce moment dans le projet de loi numérique, c'est l'enjeu de la portabilité des données. Est-ce que demain, on peut imaginer de forcer la main, en quelque sorte, de ces acteurs pour que nous puissions emmener nos photos d'un service à un autre, emmener notre mémoire, la mémoire de nos sociabilités, notre graphe social, nos tweets, nos je ne sais quoi, tous ces micro-usages que nous avons eus sur le web, les emmener d'un service à l'autre, circuler d'un service à l'autre. Et là, on voit que dans cette question du rapport au savoir et du numérique, on touche à une autre forme de complexité et que le formatage de l'expression de soi est fait aujourd'hui par des acteurs économiques. Et c'est cela qu'il nous faut remettre en question et peut-être déconstruire pour renouer avec les promesses d'origine du web. Toujours autour des questions de savoir et de connaissance, je parlais de rupture épistémologique. Je crois que je ne me souviens plus tout à fait de la date, je crois que c'était en 2009. Chris Anderson, qui à l'époque était le rédacteur en chef de la revue Wired, qui depuis a quitté Wired pour créer une entreprise de drones, a fait une grande prédiction. Un article qui a fait énormément de bruit sur le web, j'imagine qu'un certain nombre de vous en ont entendu parler. Article qui s'intitulait « La fin de la théorie, le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète ». Ce que Chris Anderson annonçait, ni plus ni moins, c'était la fin de la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous savez que toute l'histoire de la science, il y a eu des controverses sur ce qui était scientifique, pas scientifique, entre science inductive, science déductive, Popper qui est intervenu dans le débat théorique sur la question de la réfutabilité, etc. Toutes ces controverses qui ont parcouru le 18e au 20e siècle, tout à coup, Anderson les a balayées en disant « mais finalement, on n'a plus besoin de s'embarrasser de théories, on n'a plus besoin de s'embarrasser d'hypothèses, on va rassembler des masses de données extraordinaires
et à partir de ces masses de données va surgir le savoir. Et à la même époque, c'est le moment de Google Flu Trend, de Google Flu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette démarche. Hein. Donc Google avait dit qu'il était capable de prédire l'arrivée des grippes avant l'OMS, qui pourtant a des outils d'observation à travers le monde, grâce à la collecte d'informations sur son moteur de recherche. Donc ça, voilà, c'était il y a 5-6 ans. Depuis, il y a toute une série à la fois de publications scientifiques pour démontrer que Google Flu ne marchait pas très bien. Mais surtout, il y a eu une énorme controverse autour de l'hypothèse d'Anderson et de la capacité du machine learning à véritablement transformer la manière dont se fait la science. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il nous faut regarder de très près. Aujourd'hui, le consensus commence à se faire sur la nécessité de croiser les démarches scientifiques, c'est-à-dire à la fois d'aller regarder effectivement ce que la masse de données peut nous apprendre pour la science, mais en même temps d'utiliser des outils beaucoup plus classiques de la connaissance scientifique, y compris les sciences humaines et sociales, y compris l'ethnologie, etc., et la sociologie, etc., etc. Dernière chose quant à la question des savoirs, si on veut remettre encore un peu de complexité, essayer de comprendre ce qui se joue autour de la propriété des connaissances. En ce moment, on est sur un modèle économique de façon très schématique, hein, je vais très très vite. Vous avez des acteurs culturels qui viennent du monde de la propriété intellectuelle et qui essayent en permanence de renforcer cette propriété intellectuelle. Des acteurs des télécoms qui ont perdu l'époque où ils pouvaient commercialiser un accès à la téléphonie et qui essayent de faire payer les acteurs du web, c'est tout l'enjeu autour de la neutralité du net. Des acteurs du web qui monétisent notre attention, pour faire simple, à travers la publicité. Et quels que soient ces jeux d'acteurs, on voit bien que l'enjeu, c'est pour eux une forme de captation, évidemment, de la connaissance, du savoir, de l'information, et on voit de plus en plus monter une forme de conflictualité autour de cette question de la propriété des connaissances. On peut la voir dans différentes arènes. Autour de la neutralité du net, vous savez qu'hier, ou avant-hier, je ne sais plus, le Parlement européen vient d'adopter une résolution comment dire, c'est une neutralité du net en demi-teinte, on va dire, avec beaucoup de trous dans le gruyère, puisque le principe non seulement des services spécialisés, mais aussi ce qu'on appelle le zero rating, a été accepté. Donc une neutralité du net très handicapée. Donc là, voilà typiquement une zone de tension. Autre zone de tension autour des questions de propriété intellectuelle. Dans le projet de loi numérique, le gouvernement a entendu essayer de multiplier les exceptions à la propriété intellectuelle de manière à encourager la diffusion des savoirs. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs culturels qui sont en résistance forte contre ces logiques de circulation des savoirs, etc., etc. Donc la question, c'est vraiment la question de notre modèle économique de demain. Est-ce qu'on va être capable de construire des modèles économiques qui seront plutôt du côté des services, plutôt que du côté de l'enfermement des connaissances et des savoirs? C'est vraiment une des questions peut-être les plus difficiles, les plus radicales, parce que la plupart des business models du numérique et notamment du web se construisent sur l'économie de l'attention. Et ça, c'est une question qui est rarement posée aujourd'hui. En fait, tout le monde fonce sur le modèle de la monétisation des données, la monétisation de l'attention, et il y a vraiment d'autres modèles à inventer. Un deuxième champ où le numérique a des choses à dire et où il y a beaucoup de controverses, c'est la question de notre relation au travail et à l'emploi. 3 grandes séries de discours en ce moment circulent autour du numérique et du travail. Une première sur notre manière de vivre au travail, une seconde sur la sortie du modèle salarial et une troisième sur ce qu'on appelle la fin du travail ou le remplacement du travail humain par la machine. Je vais expliquer ces 3 sujets parce qu'en fait, vous verrez dans les médias, ils sont souvent traités de façon complètement imbriquée, comme si c'était une seule et même chose,
Et alors qu'en réalité, le numérique a beaucoup à faire, mais à faire dans 3 champs très différents. Tout d'abord, sur la question des conditions de vie au travail. En ce moment, on entend beaucoup de discours qui nous disent « le numérique, c'est formidable, ça va changer notre rapport au temps et à l'espace, ça va nous permettre de télétravailler, d'aller de travailler aux horaires qui nous et donc de travailler aux horaires qui nous conviennent, ça nous permet de travailler en mobilité, ça nous permet de travailler dans des nouveaux espaces, hein, on parle beaucoup de tous ces tiers-lieux, les coworking, les Fab Labs, les hackerspace, etc., qui seraient les nouveaux lieux de la sociabilité du travailleur numérique. Et donc, toutes ces technologies-là nous construiraient une vie de travailleur plus autonome, plus flexible, plus souple, avec moins de déplacements, des nouvelles sociabilités, etc., etc. Et puis l'autre discours qu'on entend aussi lié aux conditions de vie au travail et au numérique, c'est le numérique quand il rentre dans une organisation, que ce soit une entreprise privée ou une administration, eh bien il participe à de l'intelligence collective, il écrase les hiérarchies, il permet de construire des formes d'organisation plus horizontales, il permet à l'organisation, à l'entreprise de travailler de façon plus poreuse avec l'extérieur, avec son environnement, etc., etc. Pareil pour l'État, pareil pour l'administration. Et en fait, derrière tout ça, voilà, ça c'est le discours typique, un peu euphorisant, où on imagine une entreprise un peu paradisiaque. Et de fait, il y a un certain nombre d'entreprises du numérique, pour le coup, qui sont sur ces modèles-là, qui cherchent autour de ces modèles-là. Mais de là à ce que ça pénètre le reste des entreprises, c'est bien plus compliqué. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, eh bien, le télétravail, si ce n'est pas bien pensé, ça peut être aussi une source d'isolement, une source de solitude. Certains le vivent comme la fin de la vie privée, parce qu'ils ramènent du travail à la maison. Le management horizontal, certains le vivent comme une perte de collectif. Le fait de travailler en travailleur indépendant dans des coworking, ça ne remplace pas le collectif de l'entreprise. Bref, et puis pour certains, l'arrivée des technologies dans le monde du travail, c'est aussi une source d'accélération. On parle beaucoup d'infobésité, etc. Et à la fin, c'est ce qu'un sociologue, Helmut Rosa, appelle l'aliénation par l'accélération. Pour certains, ces technologies sont vécues comme une forme d'oppression plutôt que comme une forme de libération. Donc ça ne veut pas dire que les uns ou les autres ont raison. La question, c'est comment aujourd'hui on prend la mesure de cette diversité de trajectoires possibles dans la rencontre entre le monde du numérique et les conditions de vie au travail pour les accompagner et faire qu'effectivement on aille plutôt vers plus d'autonomie plutôt que vers plus de sentiments d'oppression ou de solitude. Et aujourd'hui, là encore, c'est des choses qui sont peu ou pas pensées. Un des points qui est mal pensé, c'est le fait que si nous allons vers une société de la connaissance massive, ça veut dire que chacun d'entre nous doit être porteur d'un capital cognitif qui se renouvelle en permanence. C'est fini l'époque où on pouvait se former à un moment de sa vie et puis après on vivait sur ses acquis. Vous le savez tous, dans notre univers c'est une évidence. Mais les gens qui viennent d'autres univers, qui viennent de la banque, qui viennent de l'agriculture, etc., n'ont pas forcément conscience de ce besoin de renouvellement permanent de notre capital cognitif. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui s'accompagnent, ça veut dire du budget, ça veut dire du temps, ça veut dire plein de choses. Le management, c'est pareil. Aujourd'hui, le middle management, c'est lui qui est confronté à l'arrivée du numérique dans l'entreprise. C'est lui qui est pris en étau entre des super hiérarchies qui vivent sur un modèle descendant complètement traditionnel et des salariés en bas qui, eux, ont envie de s'organiser plus horizontalement. Et donc ce middle manager, il est souvent laissé tout seul, en frontal, avec cette adaptation au numérique. Et c'est à lui d'inventer, il n'a pas été formé pour, hein, c'est à lui d'inventer les nouvelles formes de management qui permettent d'utiliser au mieux le numérique. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez une partie de votre équipe qui travaille en télétravail, eh bien, il faut inventer des dispositifs pour s'assurer que le télétravailleur il n'est pas en souffrance chez lui, que pour lui ce n'est pas une source de solitude, pour reconstruire du collectif avec l'équipe, alors que vous avez une équipe nomade, dispersée, avec une partie dans un coworking au fond de la Creuse ou je ne sais où. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas préparées, ne sont pas envisagées dans les grandes entreprises en tout cas.
Donc je parlais de premier niveau, cette question des conditions de vie au travail, où le numérique a beaucoup à dire. Deuxième niveau, qui est la question du salariat. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Certains prédisent, avec enthousiasme, ou comme une tragédie, la fin du salariat. Et sous ce qu'on appelle la fin de l'emploi salarié. Je distingue bien emploi et travail, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on parle de fin du salariat? Plusieurs phénomènes. Bon, l'externalisation par les entreprises, la sous-traitance n'est pas un phénomène nouveau. Il a été massif au XXe siècle, notamment vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère. Mais là où le numérique accélère le phénomène, c'est qu'il facilite l'externalisation, dans la mesure où vous pouvez avoir toute une série de travailleurs indépendants, de freelance, etc., qui sont en dehors de l'entreprise et qui travaillent avec vous, puisqu'on n'a plus besoin d'être en présentiel sur le lieu de travail pour fabriquer un logiciel, par exemple, au hasard. Et puis, on voit surtout se mettre en place toute une série de plateformes qui sont soit des plateformes de crowdsourcing. Alors, quand je dis crowdsourcing, ça recouvre un éventail très très large de pratiques. Dans le crowdsourcing, vous avez un peu, on va dire, le crowdsourcing noble, c'est-à-dire j'ai un projet, je cherche le meilleur scientifique du monde pour résoudre tel problème, et donc j'ouvre une plateforme d'open innovation et je lance un appel à travers la planète pour savoir quel est le scientifique qui va pouvoir résoudre ma problématique. Donc là, on est dans l'élite du crowdsourcing. Et puis vous avez aussi ce que d'aucuns avaient appelé il y a longtemps les soutiers du web. Je pense à des dispositifs comme Mechanical Turk, où ce sont des individus qui, pour quelques centimes de dollars, vont effectuer à travers la plateforme d'Amazon des tâches totalement répétitives, insignifiantes et ennuyeuses à mourir, mais que les machines, pour l'instant, ne sont pas capables de faire toutes seules. Donc, premier phénomène, ce crowdsourcing vraiment lié au numérique. Et deuxième phénomène, dont on entend beaucoup parler depuis 2-3 ans, qui sont, je les ai évoqués rapidement tout à l'heure, toutes ces plateformes d'économie collaborative. Qu'est-ce qu'elles font, ces plateformes d'économie collaborative? Eh bien, leur caractéristique, c'est que les individus ne sont plus seulement des consommateurs, mais sont également des producteurs qui mettent à disposition à la fois une forme de capital, quand je mets à disposition ma voiture ou ma chambre d'amis, c'est une forme de capital, et ma force de travail, puisque c'est moi qui vais accueillir l'invité sur Airbnb ou organiser la location de ma voiture sur Drive. Donc voilà, sans compter aussi d'autres phénomènes liés au numérique, du type je scanne à la caisse du Monoprix mes achats moi-même, ou que ce soit une caissière, etc., etc. Et donc, face à cela, certains disent, regardez, finalement, le modèle du salariat n'est plus adapté, et de fait, l'innovation appelle la fin du salariat. Et ils en prennent pour preuve le fait que les chiffres des freelances ne cessent d'augmenter. Par exemple, aux Pays-Bas, aujourd'hui, il y a 18% du secteur des services qui est en freelance, en Allemagne 7%, et en France, on en est en Allemagne 11%, en France 7%, avec un taux d'augmentation en 2014 de pratiquement 9%. Donc on augmente, voilà, regardez, voilà, c'est un constat, le numérique, le travail indépendant augmente. Sauf que les études ne nous disent pas quelle est la part de travail indépendant choisi, parce qu'effectivement, pour un certain nombre de personnes, c'est un travail, c'est une posture choisie, et le travail indépendant subi. Aujourd'hui, les études ne nous donnent pas ces informations-là. Quelle est la part de travail indépendant liée au fait que je n'ai pas le choix, que j'ai été licenciée, j'ai 50 ans, et donc je suis bien obligée de me mettre en consultant pour monter mon activité. Nous n'avons pas ces informations aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les grands discours qui tournent, c'est on ne peut pas empêcher ce mouvement de sortie du salariat parce qu'il est consubstantiel à une économie du numérique. Et notamment, c'est ce que vous entendez beaucoup du côté des partisans de ce qu'on peut appeler l'ubérisation de façon rapide. J'aime pas beaucoup ce terme-là, mais il commence à être entré dans les mœurs, donc c'est plus simple de l'employer. Et face à cette tension entre sortie du salariat ou rester dans le salariat, grosso modo, la controverse se construit autour de 3 postures. Une première posture qui consiste à dire non, le salariat n'est pas fini, surtout il ne faut pas que le salariat s'arrête, parce que c'est la seule. On a construit tout un socle de droits autour du salariat, et si on sort du salariat, on déconstruit ces droits.
aujourd'hui, enfin, dans le salariat, ce qui caractérise le salariat, c'est le lien de subordination, hein, qui est encadré par une série de protections sociales et de droits. Quand vous êtes travailleur indépendant, en fait, le rapport de force, il se déplace hors de l'entreprise entre vous, en tant que fournisseur de services, et votre client entreprise. Mais là, vous êtes tout seul, il n'y a plus de collectif. Et donc, certains disent, en fait, plutôt que d'abandonner le salariat, il faut le reconstruire, il faut le rendre, il faut arrêter ces entreprises 9 to 5 dans laquelle, effectivement, une partie d'individus ne se sentent pas heureux et préfèrent être en dehors. Il faut rendre l'entreprise sexy, si je puis dire. Et puis, une deuxième courant qui dit, actons le fait qu'il y ait ce mouvement de sortie du salariat, mais qui ne sera jamais complet, et construisons un socle de protection sociale hybride qui permette d'avoir des droits tout au long de notre vie. On va forcément passer dans le futur par des phases de salariat, des phases de travail indépendant, d'auto-entrepreneuriat, de statut, d'intermittent du spectacle, et que sais-je encore. Donc construisons un socle de droits qui va nous accompagner tout au long de cette trajectoire. Et puis, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs qui disent il faut reconstruire du collectif dans le monde des indépendants. Il y a certains syndicats, on va dire équivalents syndicats des indépendants qui se construisent. Par exemple, aux États-Unis, un collectif qui s'appelle Freelancers, qui est assez actif. Mais vous voyez bien la complexité de reconstruire du collectif en dehors de l'entreprise. Vous avez aussi des statuts qui se mettent en place. Par exemple, en France, on a le statut de la CAE, la coopérative d'activité et d'emploi, qui est une forme de SCOP, qui permet d'être à la fois travailleur indépendant, mais de ne pas être isolé, de retrouver du collectif. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un début de réponse. Et la dernière question, qui est la plus radicale par rapport toujours à cette question du travail et du numérique, c'est celle qu'on appelle la fin du travail, mais que moi j'ai préféré appeler la dissociation de création de la valeur et de l'emploi. Alors, pourquoi on parle de fin du travail? Ce n'est pas un sujet nouveau. Hein. Déjà, les Ludites en 1811-1812 se révoltaient contre le fait qu'on remplaçait leur travail, leur métier à tisser par des machines et qu'on les mettait au chômage. En fait, tout au long du 19e et du 20e, à chaque prédiction de remplacement de l'humain par la machine, ça s'est révélé faux, parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'effet déversoir, ou l'effet Schumpeter, c'est-à-dire que effectivement, certains métiers disparaissaient, mais ils étaient remplacés par d'autres métiers, et donc comme ça, voilà, on est passé du secteur agricole à l'industrie, de l'industrie au service, etc. Bon. Mais aujourd'hui, et ça c'est un débat qui a été en France très très actif à la fin des années 80, début 90, au moment de la réduction du temps de travail, puis qui a complètement disparu des radars, et qui revient en force aujourd'hui, et qui revient par la Silicon Valley. Il y a toute une série d'acteurs qui disent, ça y est, avec l'intelligence artificielle, avec les nouvelles générations d'algorithmes, on va définitivement remplacer l'humain par de la machine, mais de manière tellement radicale qu'une grande partie de nos besoins en services et en biens va disparaître avec cet outillage. Personne, en fait, vous avez toutes sortes d'études qui circulent. Hein. Allez lire les études de Roland Berger et d'autres grands cabinets qui vous disent tout et son contraire sur est-ce qu'effectivement, structurellement, on détruit l'emploi ou pas, ou est-ce qu'on le détruit. Les dernières études disent que maintenant, contrairement aux générations précédentes où on détruisait plutôt les emplois les plus bas de l'échelle sociale, avec l'intelligence artificielle, ce serait plutôt des emplois intermédiaires qui disparaîtraient, y compris chez les juristes, chez les avocats, etc. Peu importe, je ne me prononce pas sur la prophétie. Ce qui est intéressant, plus que de savoir si réellement on va remplacer les humains par des machines, c'est de regarder un déplacement de la fabrication de la valeur. Quand je dis fabrication de la valeur, c'est au sens vraiment, pour le coup, pas de la valeur sociale, mais de la valeur monétaire. Aujourd'hui, il y a tout un phénomène que le courant qu'on appelle le capitalisme cognitif appelle le digital labor, c'est le courant Yann Mouillet-Boutan, négriste, etc. L'idée que, en fait, ça rejoint un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, tous vos actes sur le web génèrent de la valeur, vos clics, vos traces, etc., hein, vous le savez tous, et qu'en réalité, le capitalisme actuel construit sa valeur économique sur nos micro-gestes du web. Et donc, si cette construction de la valeur devient de plus en plus centrale dans notre économie,
la question que pose le courant du digital labor, eux ils appellent ça du travail. Moi je n'appelle pas ça du travail parce que je considère qu'à partir du moment où ce sont des actes inconscients qui ne sont pas vécus comme du travail, ça n'en est pas. Mais c'est pour ça que je préfère parler de création de la valeur. Mais effectivement, ça pose la question de la redistribution de la richesse. Et aujourd'hui, on peut faire deux hypothèses. Si on est dans l'hypothèse où effectivement le travail structurellement, nous en avons de moins en moins besoin, alors comment est-ce qu'on organise l'impôt pour redistribuer la richesse en dehors de la courroie de transmission historique qu'était l'emploi, puisque c'était un des deux courants, un des deux canaux de redistribution de la valeur principaux. Ça, c'est un premier questionnement. Et aujourd'hui, ce questionnement, il n'est pas mis sur la scène publique, puisque vous savez que les inégalités se creusent de plus en plus. Donc, le haut de la société est sorti de la crise et gagne de plus en plus d'argent et toujours plus d'argent, entre autres par cette économie du savoir, et le reste de la société s'enfonce dans quelque chose qui n'est plus une crise, mais qui est un système structurel du sans-emploi. Certains, et là je retourne vers ces courants du digital labor, mais pas que, considèrent qu'il faut imaginer ce qu'on appelle un revenu de base, ou vous trouverez plein de terminologies, un revenu de base, revenu d'existence, revenu de citoyenneté, peu importe, revenu de base est le plus connu. Et c'est l'idée que chacun d'entre nous disposerait d'un revenu indépendamment de notre travail, qui serait une sorte de socle de revenu minimal qui nous permettrait de survivre, ce qui pourrait se cumuler avec des activités salariales ou pas, et ce qui nous permettrait aussi de traverser ce nouveau rapport au travail beaucoup plus chaotique, où on aurait structurellement des périodes de chômage, des périodes de travail indépendant, des périodes de salariat, etc. Mais on aurait ce revenu minimal qui permettrait à chacun d'entre nous de survivre. En tout cas, le numérique nous invite, dans tous les cas de figure, à revisiter cette question de la répartition de la valeur. Et il est 50. Alors, je vais aller très vite sur le troisième champ que je voulais explorer avec vous. J'avais peur de ne pas avoir assez à dire. Mais la question de notre rapport à la nature, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer à quelques semaines de la COP21. Et donc, est-ce que les technologies numériques, et en particulier les technologies du web, sont des amis ou des ennemis de Gaïa, de la planète? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une phase assez intéressante où on est sorti de l'espèce de greenwashing dont on nous a rabattu les oreilles pendant les années 90-2000, où la technologie, c'était tout le temps la course en avant sur la technologie, quand on regardait tous les sommets depuis Rio, depuis 92. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience généralisée, à la fois sur la question de ce qu'on appelle les e-déchets, un petit chiffre, en 2014, on a 42 millions de tonnes de e-déchets d'après les Nations Unies, dont un sixième a été correctement recyclé. Voilà. Et 2 millions de plus qu'en 2013. Donc voilà, des e-déchets qui explosent. Et puis aussi une prise de conscience sur les effets rebonds de la technologie. Je ne sais pas si tout le monde est familier du concept d'effet rebond. Oui, vous avez le droit de dire non. Hein. C'est bon pour tout le monde? C'est pas bon. C'est pas bon. Alors l'effet rebond, c'est l'idée que vous faites un choix qui logiquement vous permet de diminuer votre empreinte énergétique, mais du coup ça va changer vos comportements et réaugmenter votre empreinte énergétique. Exemple, vous changez vos ampoules pour mettre des ampoules basse consommation, mais du coup vous laissez allumer toute la journée en vous disant bon, finalement ça consomme très peu. Donc, ouais, et en fait, là c'est un effet rebond qu'on peut identifier parce qu'il dépend d'une responsabilité personnelle, mais en réalité dans l'état de nos pratiques, on a des effets rebonds dont on n'a absolument pas conscience. Et donc effectivement, aujourd'hui, on vient de traverser une période avec une espèce d'illusion que le départ de l'économie matérielle vers l'économie immatérielle était naturellement frugal en énergie. Naturellement frugal en énergie. Et en réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit que la dématérialisation est énergivore et non pas écologique. Là aussi, un chiffre qui nous vient de Eco-Info, qui est un collectif d'ingénieurs et de chercheurs qui travaillent sur la réduction des impacts écologiques et sociétaux des TIC. Selon eux, le numérique serait responsable de 2 à 5% des émissions de carbone du monde, plus que l'aviation civile. Pour avoir un ordre de grandeur, c'est quand même énorme. Et consommerait 10% de la production mondiale d'électricité.
Donc tout ça pour dire que ça, c'est des choses dont les gens commencent à avoir conscience et qui nous évitent un peu le discours vive l'immatériel, les problèmes écologiques seront résolus. Alors, face à cette prise de conscience, quelles sont aujourd'hui les postures, toujours dans ce rapport écologie numérique? 3 postures pour rapidement. Une première qui se tourne du côté des infrastructures et de l'Internet des objets. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle la ville connectée. Enfin, le terme smart city que je déteste, mais parce que je considère que l'intelligence, elle est encore pour quelque temps du côté des humains, mais peut-être de façon illusoire, mais voilà. En tout cas, voilà, tout ce qu'on entend sur le grid, sur les capteurs dont on va outiller à la fois la ville et la maison, ces capteurs qui vont permettre à nos lampadaires de s'éteindre automatiquement, à nos lumières dans la maison de s'éteindre automatiquement, à notre chauffage de se réguler automatiquement, enfin tout ce qu'on va dire la domotique augmentée à l'époque du numérique, nos boudoirs électriques qui se mettent en route, qui s'éteignent, etc., nos mobilités dans la ville qui vont être fluidifiées grâce aux capteurs. On va pouvoir réorienter les gens en temps réel de manière à diminuer leur empreinte énergétique, on va pouvoir les aiguiller sur des parcours, on va pouvoir les orienter vers des parcours, vers des transports doux plutôt que des transports à fort impact énergétique, etc. Donc toute cette réflexion par le capteur et par l'infrastructure qui est intéressante, bien sûr, mais qui en même temps soulève un certain nombre de controverses. D'abord, ça ne répond pas à la question dont je parlais au slide précédent, qui est l'impact énergétique des TIC elles-mêmes. Mais d'autres controverses, de fait, avec ces capteurs, on rentre dans une génération technologique que j'appelle la génération de l'invisible. Jusqu'ici, nos infrastructures, même si elles étaient sous les trottoirs, on savait où elles étaient. On pouvait toujours soulever une trappe et aller voir nos réseaux d'égouts, d'électricité, etc., etc. Avec le capteur, la miniaturisation de l'infrastructure transforme radicalement, et là c'est une vraie question anthropologique, le rapport de l'humain à cette technologie. Et pose la question, qui saura où sont les capteurs? Qui aura la maîtrise de ces capteurs? Et qui aura la maîtrise des données que produisent ces capteurs? Ça, c'est vraiment une question politique entière. Est-ce que ça sera uniquement les entreprises qui les auront implantées? Est-ce que ça sera les collectivités territoriales? Est-ce que ça sera les citoyens? Est-ce que ça sera chacun d'entre nous? Certains plaident pour une cartographie ouverte de ces capteurs, ce qui permettrait une sorte de surveillance partagée sur l'usage, sur la maîtrise de ces capteurs. Et puis sur la donnée, ça soulève, en ce moment il y a 2 grands débats sur la donnée produite par ces villes et ces maisons truffées de capteurs. C'est à la fois la question de l'open data, c'est-à-dire est-ce que ces données agrégées, on va les ouvrir, les partager pour d'autres usages, qu'ils soient citoyens ou entrepreneuriaux, qui permettent de l'innovation. Et puis ce qu'on appelle aussi le self-data, c'est-à-dire est-ce qu'on va restituer ces données à l'usager, à l'habitant de la ville, à l'habitant de la maison, pour que lui puisse en faire des choses par lui-même, indépendamment des usages faits par des tiers. Donc là, il y a vraiment vous voyez que cette controverse, on rentre par la question énergétique, et finalement, elle nous amène sur des questions de liberté publique, sur des questions éminemment politiques. La deuxième posture qui est très radicale, et aujourd'hui elle n'est pas la plus travaillée, mais je l'évoque parce que c'est très très important de la garder en ligne de mire, c'est une posture assez extrême, ce que j'appelle le mal par le mal, parce que c'est une course en avant technologique, de dire, puisqu'on n'est pas capable de faire face à la question climatique par le politique, etc., on va déployer des grands systèmes qui vont modifier le climat. Le climat se modifie, bien l'homme va modifier le climat. Et c'est ce qu'on appelle le géo-engineering, avec des projets de type, c'est l'image que vous voyez là, augmenter les aérosols dans l'atmosphère pour refroidir l'atmosphère, jeter du sulfate de fer au fond de la mer pour développer des planctons, créer des puits de carbone pour stocker le CO2, etc. etc. Alors c'est un courant assez proche des transhumanistes. Tout le monde voit ce que c'est que les transhumanistes. Okay, voilà, il faut avoir conscience de la radicalité de ces courants qui existent et qui font un lobbying très très intense en ce moment pour faire financer leurs projets. Une troisième piste que j'ai regroupée, en fait, c'est tout un bouquet de dispositifs, ce que j'ai appelé les outils de la réflexivité. La réflexivité, c'est la capacité
à attraper l'information qui va être produite, en l'occurrence par le numérique, pour changer nos propres comportements. Et là, on voit toute une série de courants se mettre en place. D'abord des courants et des outils qui vont avec numérique. D'abord, toute une série d'initiatives, en ce moment, vous en verrez tous les jours dans la presse, on en voit apparaître, qui vont essayer d'outiller l'individu pour qu'il puisse changer ses pratiques. Dans des logiques de ce qu'on appelle le nudge. Je ne sais pas si le terme vous est familier, le nudge, ça veut dire littéralement un petit coup de coude, un petit coup de pouce. Et donc l'idée, c'est qu'on va fournir un outil à l'individu qui va lui permettre de prendre conscience de sa situation en termes d'empreinte énergétique ou de pollution et de changer son comportement. Donc c'est par exemple un outil pour le parking qui vous dit où est-ce qu'il faut aller vous garer, ce qui vous évite de tourner pendant 2 heures en rue et donc réduit votre empreinte énergétique puisque vous ne tournez pas 2 heures en rue. C'est des outils comme Sound City ou Plume Labs qui permettent de mesurer la pollution sonore ou la pollution de l'air, la pollution atmosphérique, et donc qui vous évite d'aller faire votre jogging au moment du pic de pollution atmosphérique. Ce sont des calculateurs d'empreinte énergétique, ce sont des poubelles intelligentes qui vous disent comment trier vos déchets. Voilà. Tous les jours, on voit apparaître des dispositifs de ce genre qui sont intéressants, mais qui souffrent aujourd'hui d'une grande faiblesse, c'est que les usages ne sont pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adoptés. Donc, à voir si c'est quelque chose qui va se développer dans le temps. Et puis, un autre mouvement qui est assez intéressant, c'est le mouvement autour de l'open source hardware écologique. Vous avez, cet été, s'est tenu en région parisienne, dans les Yvelines, une résidence d'1 mois et demi qui s'est appelée POC 21, alors qui était un jeu de mots évidemment, POC, COP, voilà, vous l'aurez capté, où une douzaine de projets de open hardware ont travaillé à prototyper des dispositifs qui peuvent là encore outiller l'individu pour transformer ses pratiques. C'est par exemple Open Source Écologique, un collectif international, mais la branche française de ce collectif international qui a développé des mini-infrastructures de panneaux solaires qui nous permettent de nous doter nous-mêmes en tant qu'individus ou en tant que mini-collectif d'infrastructures moins énergivores que le nucléaire, etc. Et d'autres courants également, mais j'ai plus trop le temps, là je vois qu'il est 11h, donc je vais faire très vite. Tout un courant de réflexion autour de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, un autre autour de l'économie circulaire, qui à chaque fois incorpore une dimension numérique. Alors, je vais m'arrêter là et je vais passer, voilà. Et j'en arrive à une conclusion. Donc évidemment, je n'ai pas pu balayer ce matin les 7 ruptures que j'évoque ici, je n'en ai balayé que 3, mais on pourrait faire le même exercice à chaque fois de réinjection de la controverse. Peut-être pour finir, deux choses importantes si on veut suivre cette invitation que je vous fais à sortir du déterminisme technologique. D'abord, penser en permanence ce qu'on peut appeler la digital literacy, la littératie numérique. Aujourd'hui, et au Conseil national du numérique, nous avons rendu plusieurs rapports qui vont dans ce sens, notamment un rapport qui s'appelle Citoyen d'une société numérique et un autre qui s'appelle Jules Ferry 3.0 qui s'adressait à l'éducation nationale, dans lequel nous invitons les pouvoirs publics à vraiment amener nos enfants dès le plus jeune âge à une compréhension intime de ces enjeux sociétaux et technologiques. Et on a parlé de sciences informatiques et pas de code. C'est très à la mode de dire qu'il faut apprendre le code à l'école, le code à l'école. Nous, on est vraiment sortis de ce discours-là en disant non, le code, c'est une toute petite partie de ce qui peut être une littératie numérique dans laquelle on a une science informatique, une maîtrise des outils et une compréhension des enjeux sociétaux à l'œuvre avec ces technologies. Et puis, dernière chose, et c'est évidemment ce auquel j'œuvre, y compris ce matin, c'est de faire du numérique un objet politique à part entière dans l'espace public. On a besoin absolument de repolitiser la technologie. Bien entendu, ça ne veut pas dire que l'expertise technologique soit inutile, bien au contraire, mais il faut qu'il y ait un dialogue qui se construise entre des acteurs comme vous qui tous les jours construisez les objets et les services de demain et les acteurs politiques de manière à ce que le numérique
ne soit plus qu'une question économico-technique, mais proprement une question politique. Et je m'arrête là.